Voilà, après la belle prestation des élèves du lycée mixte Maurice Delafosse, nous nous retrouvons dans les jardins de la RTS pour la partie T de littérature. Et pour les besoins, nous avons aujourd'hui comme invité une jeune écrivaine. Comment vous en êtes arrivée à la littérature, à l'écriture notamment? Alors, il faut dire que j'ai toujours beaucoup lu. On va dire que j'ai été initiée à la lecture très tôt par mon père. Et que je lui dis souvent en le taquinant que la meilleure décision qu'il ait prise me concernant, c'est de me mettre un livre entre les mains. Donc j'ai toujours beaucoup lu. Étant enfant, je lisais tout le temps. Et cet amour de la lecture m'a amenée à l'écriture, tout d'abord par la création d'un blog avec l'Internet et des nouvelles technologies. Avant cela, j'écrivais sur des bouts de papier, des petites notes de lecture de livres que je lisais, des petites histoires, rien de bien sérieux, hein. Mais avec le blog, on va dire, je suis rentrée de plein pied dans l'écriture, avec souvent des articles. Hein, et mon lectorat s'élargissait, les gens me lisaient de plus en plus. Et une phrase revenait souvent, tu devrais penser à écrire un livre. Mais je dois dire qu'écrire un livre n'a jamais été une vocation première. On va dire que c'est avec le blog, avec les gens qui me lisaient, c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Je crois comprendre que le blog a été une étape comme dans une sorte d'exercice à l'écriture. Ouais. J'ai lu même quelques textes que vous avez écrits dans des cafés, ouais. Et vous croquez comme ça les gens et les événements. Ouais. C'est vrai, un atelier d'écriture, le blog. Oui, c'est vrai, parce qu'on va dire que observer les gens autour de moi, c'est une incroyable source d'inspiration et il m'est arrivé d'être attablée dans un café et d'écrire des histoires découlant de cela. Alors, c'est vrai qu'il y a le blog, il y a tout cela. Et ça a donné naissance à ce roman merveilleux que vous avez produit, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais il me plaît également de vous présenter comme la petite fille de Cheikh Hamidou Kane, l'auteur de l'aventure ambiguë. Ce n'est pas peu. Sa génération à lui, c'est une génération d'écrivains qui m'a beaucoup influencée dans les lectures, notamment deux femmes incroyables, deux femmes de lettres, que sont Mariam Abba et Aminata Sofal, que je vénère. Parce que pour leur œuvre, pour le fait qu'elles soient des femmes et qu'elles aient produit des livres qu'elles ont laissés à la postérité. Donc mon grand-père, évidemment, c'est une incroyable source d'inspiration. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il est écrivain que j'ai écrit aussi. On va juste dire que c'est un incroyable concours de circonstances. Parce que je crois qu'écrire un livre n'est pas une activité qui se transmet de père à fille ou de grand-père à petite fille. C'est juste une coïncidence et c'est bien évidemment quand il a su que je préparais un projet de roman qu'il m'a encouragé et boosté, de même que mon père. Il a été le préfacier de votre merveilleux roman. Je serais tenté de lire toute la préface, mais je lis juste une phrase de cette préface parce que j'ai été pris au piège moi-même. Alors, votre grand-père écrit: si vous voulez en avoir le cœur net, sachez d'emblée que, dès la première page entamée, vous serez pris au piège et ne refermerez le livre qu'après avoir assisté à la déchéance de Sakina Ba. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai lu votre roman entre 18h et 20h. Et vous m'aviez pris au collet. Quel est le secret? Le secret, je ne sais pas s'il y a un secret. Hein. Enfin, je suis flattée que vous ayez autant apprécié mon premier livre. Vraiment, les retours de lecteurs, il n'y a rien de pareil. Parce que je crois que le lecteur s'approprie l'œuvre et le réécrit à sa façon. Donc, je suis vraiment flattée que vous l'ayez apprécié. On va dire que c'est une histoire qui peut arriver à n'importe quelle femme. Hein. C'est laisser emporter par l'amour et c'est laisser travestir et dévier de sa voie initialement empruntée. Alors, le secret, je dirais, c'est écrire sur un thème qui me tenait à cœur et c'est ce qui a donné naissance au malheur de vivre. Vivre, c'est le titre de votre roman. Quand j'évoque votre grand-père, c'est que aussi dans ce livre, il y a une écriture simple, claire, juste. Quelqu'un même a dit une écriture classique, comme votre grand-père aussi. Alors, quel honneur! Je ne crois pas pouvoir mériter l'honneur pour l'instant. On verra dans 10 ou 20 ans, quand mon livre aura traversé les générations et aura résisté au temps. On verra si c'est un classique. Alors, pour la fluidité et la simplicité de l'écriture, je voulais juste convoquer mon expérience de lectrice, comme je l'ai dit tantôt. J'aime bien les récits épurés, qui se lisent vite et on retient quelque chose. Donc c'est peut-être ça que j'ai transposé dans ce livre-là. Ok. Alors l'histoire, parlons-en. C'est l'histoire de Sakina Ba. Une histoire tragique au vu de la fin. Donc on parlait de roman à l'eau de rose. Moi je vous disais que je préfère parler ici d'un roman à l'eau de feu, carrément. L'histoire. Alors, juste pour dire que les romans en général, tout ne se passe pas bien, comme dans la vie de tous les jours. Il n'est pas dit qu'on va vivre une histoire d'amour et qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc,
C'est fait à dessein parce que dans ce livre-là, j'ai voulu convoquer des valeurs qui me semblaient un peu dépassées ou déphasées de nos jours, comme les jeunes de ma génération, sans faire une critique, laissées un peu en rade. Donc j'ai convoqué ma culture halpulaar, mon ethnie halpulaar, l'africanité, l'enracinement, mais aussi l'Occident, avec en inscrivant l'espace spatio-temporel de ce roman dans les années 60-70, je n'étais pas née. Ah, c'est ça mais déjà. c'est souvent la question qui revient. Pourquoi avoir inscrit ce roman dans ces années-là? On peut peut-être dire que je suis née à la mauvaise époque ou que je m'inspire beaucoup de ce qui a été fait durant ces années-là. Parce que pour moi, tout ce que l'on vit actuellement vient de ces années. Donc Sakina est une jeune femme avec des parents, Amadou et Mariamba, qui vivent à Paris et qui va à l'université et qui a une vie, on va dire, millimétrée. Elle n'avait aucune source de distraction à part quand elle venait en vacances au Sénégal avec ses cousines. Et là, elle vivait quoi. Donc c'est par là que tout arrivera. Vous l'avez dit aussi, vous avez beaucoup puisé au niveau de ces valeurs halpulaar que votre grand-père d'ailleurs célèbre dans la préface. Et vous-même, vous en êtes où par rapport à cette culture halpulaar? Je dirais que je suis au milieu des deux. Traditionnelle, mais moderne, ouverte sur le monde. Parce que c'est vrai qu'on nous lègue nos traditions, on nous donne une éducation, mais il faut aussi évoluer avec le monde et ne pas être figé. Donc moi, je dirais que je mixe, on dira 50-50 entre les deux. Alors, donc voilà un gris donc, vraiment clair, quoi, on va dire, au milieu. Mais il y a une chose qui m'étonne et qui m'a frappé dans ce roman-là. Sakina se perd lorsqu'il entre en collision, comme vous l'écrivez avec Ousmane. Et je me suis dit, mais tiens, il a échappé à l'Europe. Et c'est en Afrique, au Sénégal, qu'elle vient se détruire. Comment vous expliquez cela? Comme si nous étions beaucoup plus à découvert ici que là-bas. Enfin, je ne dirais pas qu'on est à découvert plus ici que là-bas, mais avec la mondialisation, le monde devient un village planétaire. Quand on est à Dakar, on sait ce qui se passe à New York ou à Paris. Donc, il n'est pas dit qu'il faut aller en Occident pour se perdre, comme vous le dites, comme pour se travestir. On peut être là et puis vivre ainsi des tragédies, se perdre, copier l'Occident à outrance. C'est pourquoi j'ai insisté sur cela, que Sakina, à Paris, elle avait une vie vraiment millimétrée, très très sage, aller à l'école et revenir. Mais c'est au Sénégal que le mal arrivera. J'ai l'impression qu'arrivé au Sénégal, il y a une partie de l'auto qui se dessert. Elle parvient à échapper, j'ai même dit, elles parviennent à échapper à l'étau de la surveillance et c'est parti comme cela et le malheur est vite arrivé. J'ai écrit une phrase dans le livre qui pour moi résume tout. Des forces invisibles contrôlent le jeu à notre insu, on les appelle le destin. C'était écrit que Sakina allait rencontrer Ousmane, qu'elle allait être déviée de sa voie originelle, qu'elle allait emprunter un autre chemin que celui auquel ses parents la destinaient, c'est-à-dire faire ses études, avoir un mariage avec un homme de bonne famille, comme on dit habituellement. Donc c'est son destin, il fallait qu'elle rencontre Ousmane, il fallait qu'elle s'écarte un peu de ce chemin-là. Vous êtes aussi fataliste? Enfin, fataliste, je ne dirais pas, mais des fois, il est vrai qu'il y a le destin, que c'est écrit, mais on le provoque aussi. Donc Sakina a un peu provoqué son destin, parce que quand elle a rencontré Ousmane et qu'il y avait les prémices d'une histoire d'amour qui allait mal tourner, elle s'est accrochée. Donc elle aussi, c'était un peu de sa faute. Et puis il faut dire que vous n'êtes pas tendre avec Sakina, vous ne lui donnez aucune chance, aucun signe de révolte. Elle est toute la naïveté faite pour une fille, j'allais dire, ou une jeune femme qui a quand même fait des études et qui est arrivée au niveau supérieur, qui a vécu en Occident. Mais vous la laissez complètement nue, sans aucune défense. Alors, en fait, le truc, c'est que quand on est amoureux ou amoureuse, on est atteint de cécité. On ne voit plus rien ne compte. Quel que soit le niveau d'études ou la situation sociale, on perd complètement la tête. Et c'est ce qui est arrivé à Sakina, parce que quand on la voit au début de l'histoire, une fille vraiment promise à un bel avenir, qui avait toute la vie devant elle, et à partir du moment où elle rencontre Ousmane, tout change. Si j'ai pu lire aussi rapidement votre livre, c'est que votre plume elle-même semble être une plume rapide. Vous ne faites pas dans la fioriture. Vous êtes là, vous attaquez l'essentiel de la trame. Il y a beaucoup de choses que vous auriez pu développer encore dans les descriptions, dans les événements et tout, dans les retours en arrière. Mais vous faites fi de tout cela et on retrouve le caractère même de Ndeye Fatou Kane, il me semble. C'est peut-être dans ma façon d'être, je vais à l'essentiel, je vais droit au but. Donc je ne m'encombre pas de fioriture comme vous avez dit. Donc pour moi, c'est déjà clair dans ma tête, donc j'y vais. Alors,
beaucoup de lecteurs de ce roman, des critiques même, y compris d'ailleurs l'honorable Cheikh Hamidou Kane, pensent que ce roman devrait avoir une suite, justement. Parce que ça se termine, Ousmane s'en va avec la fille, Sakina est dans un état lamentable, les parents attendent en France, au Sénégal même il y a la famille de Bodié et les cousines qui sont là, et tout cela reste un grand point d'interrogation à la fin. Vous pensez écrire la suite de cette histoire? On va dire je n'y pense pas, mais ça viendra. Je travaille sur d'autres projets en ce moment. Alors, autre chose aussi dans cette histoire, comme vous ne voulez pas nous parler de la suite de l'histoire de Sakina, vous avez quand même des perspectives au niveau de l'écriture. Oui, là j'ai fini mon deuxième manuscrit. Alors on va attendre qu'il trouve preneur, que les éditeurs se bousculent pour l'éditer. Donc là j'attends, mais j'ai fini le deuxième. Et vous êtes dans quoi exactement? Alors cette fois-ci, juste pour en dire un tout petit peu, ce ne sera pas un roman, mais ce sera un essai. Pour changer un peu d'univers et sortir de ma zone de confort. Parce que je me suis dit, comme j'ai déjà écrit un roman, donc il fallait que j'explore d'autres univers littéraires, que j'affûte ma plume avant de peut-être hypothétiquement revenir à une suite du Malheur de vivre. Alors, je sais que vous revenez récemment de Paris. Paris où vous avez assisté au Salon du Livre. Ouais. Vous allez nous en parler, ça a changé de nom, ouais. Il y a eu des innovations. Vous êtes allé croquer des livres là aussi. Ouais. Alors parlez-nous un peu de ce voyage et puis de toutes les choses merveilleuses que vous avez dû découvrir. Alors c'est vrai que depuis 12 ans, le Salon du Livre avait un stand d'Afrique, donc géré par les Congolais du Congo-Brazzaville. Le stand des auteurs du bassin du Congo. Mais ce n'était pas seulement géré par les Congolais, il y avait d'autres auteurs africains qui étaient invités chaque année. Donc on va dire que le stand africain, c'était là-bas. Mais cette année, les Congolais ne sont plus de la partie, donc une autre partie a lancé le pavillon des lettres d'Afrique, qui toujours dans une idée panafricaniste et unificatrice, donc a fédéré les forces. Donc là, l'innovation principale, c'est l'espace dédié par pays. J'ai eu le plaisir d'y côtoyer mes compatriotes sénégalais, une forte délégation y était, la direction du livre et quelques éditeurs, notamment l'Harmattan Sénégal et Abyss Édition. Donc vraiment, j'étais très heureuse de voir que les lettres africaines s'exportaient. Donc sur un espace de 400 mètres carrés, on a eu vraiment durant 4 jours une fête autour du livre. Et c'était un honneur d'y participer autour d'une table ronde sur les lettres féminines et le féminisme. Donc voilà. Et en plus, il y a eu le Nigeria qui était un pays invité. Et donc? Et Wole Soyinka y était, donc à un moment historique, pendant 1 heure de temps, il nous a tenu en haleine, nous a parlé de son travail d'écriture, a donné des conseils à la jeune génération d'écriture et vraiment je buvais ses paroles. Et dans ces conseils, il y a un triptyque qu'il vous a lancé. Moi je voudrais bien que vous la repreniez, ne serait-ce que pour les autres jeunes qui nous... Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil fort? Surtout quand la journaliste lui a posé la question de savoir comment il faisait comment il a fait pour avoir tout ce succès. Il a dit ça, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup lire, travailler et aussi prendre. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, j'en ai fait un compte rendu dans mon blog, donc ma petite bulle sur Google, et vous aurez le récit en long et en large de tout ce que j'ai vécu là-bas. À part Wole Soyinka, il y a eu Fatou Diom, Henri Lopez, Thierno Monenembo, pour ne citer que ceux-là, parmi les grands auteurs de la littérature africaine. Donc c'était vraiment un honneur et c'est encourageant pour que nous reprenions le travail et qu'après, il y ait une nouvelle génération d'auteurs qui émergent. Alors, un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est le féminisme. Le féminisme dans tous ses états, avec ses tendances, avec les plus dures, les plus molles, on va dire. Vous êtes où dans cette histoire et comment envisagez-vous le féminisme, surtout en tant que jeune sénégalaise, jeune africaine? Quand on parle de féminisme, automatiquement on se dit hop, c'est les femmes frustrées qui n'ont pas de mari, qui passent leur temps à taper sur les hommes. Mais moi, je crois que, surtout quand je remonte un peu l'histoire du Sénégal, parce qu'on a parlé du Sénégal, c'est celui-là que je maîtrise le plus. Avec les reines-mères qui prenaient toutes les décisions, par exemple d'Atéa Lambote. Et après, c'est après qu'on a évolué vers le patriarcat. Donc moi, je crois fortement que les femmes se sont toujours battues et se battent encore. Surtout avec la première génération d'intellectuelles africaines, Marie-Angélique Savané, Fatou Sousa et le mouvement Yewi Yewi. Donc vraiment, je me dis que les femmes se sont toujours battues. Mais aujourd'hui, ce que je regrette un peu, c'est que ma génération n'a pas repris le flambeau. Donc si on me pose la question de savoir est-ce que je suis féministe, je dirais que si les luttes féminines africaines m'inspirent, donc si c'est à être féministe, je le suis alors. Être féministe, c'est aussi un peu bousculer les valeurs sur lesquelles s'assoit notre société. Ouais. Et on voit bien des femmes intellectuelles d'ailleurs qui sont bien à l'aise dans ces valeurs-là. Et d'autres féministes qui carrément bousculent tout et parlent de mauvais traitement de la femme,
Je ne sais pas, vous en êtes où par rapport à cette question? Pour la question des femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire, il reste encore du chemin. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les luttes que nos aînés, nos tantes, nos grands-mères ont faites, où en est-on actuellement? Il faut perpétuer le legs. Alors entre les valeurs héritées de la tradition et de la culture et la modernité, comme je l'ai dit tantôt, il faut puiser de chaque côté. C'est vrai que dans les traditions, il y en a qui sont vraiment à laisser sur le carreau, je dirais l'excision ou les mariages précoces. Pour la modernité aussi, on ne dira pas qu'on doit être moderne jusqu'à être acculturé. Donc je dirais qu'il faut puiser de chaque côté pour savoir où on est dans la vie de tous les jours. Donc je le rappelle, mon invité, mademoiselle Ndeye Fatou Kane, jeune écrivaine, auteure de Le malheur de vivre, que je vous conseille d'ailleurs vivement de lire. Alors Ndeye Fatou, on est presque au bout de notre entretien, mais il y a une question quand même que j'ai envie de vous poser, à savoir les livres que vous aimez. Parce que je sais que vous êtes une dévoreuse de livres. Les derniers livres que vous avez lus, ceux qui vous ont le plus marqué et peut-être ceux que vous conseillez aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, s'il y a quelques livres que je pourrais conseiller, c'est les livres de Chimamanda Ngozi Adichie, une auteure nigériane vraiment que j'adore. Pour sa plume, non seulement pour aussi ses interventions. Parce que quand on lui pose la question de savoir si elle est féministe, elle vient avec un concept que j'aime beaucoup, le happy feminism. C'est-à-dire qu'on peut être féministe, féminine, aimer les hommes et être coquette, tout en sachant où on en est. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on pense souvent qu'en étant féministe, on n'a rien de féminin. Alors qu'on peut être une femme qui s'assume, qui est féminine, qui a des atouts, mais qui aussi qui sait où elle va. Donc, elle a écrit un petit essai d'une 50aine de pages intitulé « Nous devrions tous être féministes ». Donc, elle prend son exemple du Nigeria, d'une société patriarcale qui met les femmes en retrait et aussi son expérience de vie en Amérique. Donc, elle donne des conseils, voilà, de ce qu'elle en pense, etc. Et elle a aussi écrit un autre livre, un tout petit livre aussi, parce qu'elle avait une amie qui lui demandait des conseils sur comment éduquer sa fille, en lui donnant une éducation féministe. Elle donne 15 suggestions qui sont à mon sens très intéressantes et qui valent le détour. Et il y a aussi un livre que j'ai lu au début de l'année 2017, Errance de Ibrahima Anne. Ce livre-là, vraiment, c'était mon coup de cœur de l'année 2017. Un superbe livre qui, comme son nom l'indique, oui, nous plonge dans l'errance du personnage principal. C'est une scène, un laissé pour compte, comme on le voit beaucoup dans la société sénégalaise, qui aura des acquaintances avec la politique, donc la vie politique, la corruption, les confréries, rien n'est laissé au hasard. Donc ce livre est vraiment à lire. Vous n'en avez pas parlé, vous l'avez rencontré à Paris, dans ce salon du livre ou dans le Paris Livre, c'est cela, ou le Livre Paris? Oui, le Livre Paris, oui. Le Livre Paris. Je veux parler de Fatou Diom. Alors, elle est aussi une brillante écrivaine. Ouais. Et c'est vrai qu'il y était avec son nouvel essai Marianne porte plainte. Mais Marianne porte plainte contre qui finalement? Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore lu. Donc de ce que j'en ai retenu, elle prône, oui, l'assimilation, l'identité nationale, le fait que les immigrés et les Français de souche devraient vivre ensemble. Donc elle communique sur ces concepts-là. Mais je ne voudrais pas m'avancer parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais Fatou Diom est une femme que j'admire énormément pour ses livres notamment, mais aussi ses interventions télévisées parce qu'elle a un sens de la formule bien à elle. Chaque phrase est une punchline, comme diraient les rappeurs. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Alors voilà, nous allons maintenant passer à la menthe dans le thé. Et la menthe, c'est toujours mon invité qui me parle d'un texte, qui m'en récite, qui m'en déclame même si c'est un poème, ou bien s'il a vraiment un livre qui l'a particulièrement marqué, un passage de nous. Alors, c'est quoi la menthe d'aujourd'hui que nous propose Ndeye Fatou Kane? Je vais lire un petit extrait de Nous devrions tous être féministes de Chimamanda Adichie. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons, tu peux être ambitieuse mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour les hommes. Si tu es le soutien de famille dans ton couple, feins de ne pas l'être, notamment en public, faute de quoi tu l'émasculeras. Et si nous remettions en question ce principe lui-même, pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme? Et si nous bannissions le mot émasculation de notre vocabulaire, je ne crois pas qu'il existe un mot que je déteste autant que celui-ci. Une de mes relations nigérianes m'a demandé une fois si je ne craignais pas d'intimider des hommes. Je ne le craignais absolument pas. Ça ne m'était même jamais passé par la tête, étant donné qu'un homme que j'intimiderais serait précisément le genre d'homme qui ne m'intéresserait pas. Alors, c'est vrai que c'est un très beau passage. Je retiens juste pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace
pour l'homme. Tout le monde peut y méditer, très chers téléspectateurs. Alors, Ndeye Fatou, c'était très délicieux, mais toute chose ayant une fin, je vais vous laisser conclure et puis voilà, dire un dernier mot pour utiliser l'expression consacrée. Merci en tout cas de m'avoir invité dans cette émission, ce que je suis régulièrement. Donc une superbe émission autour du livre et de la lecture. Quand on parle de lecture, ça m'intéresse automatiquement. Donc c'était vraiment un plaisir d'être invité ici et d'avoir cet échange vraiment fructueux. En tout cas, tout le plaisir était pour moi, plaisir d'avoir une jeune écrivaine, je crois, qui fait modèle pour tout ce qu'elle fait dans le sens des livres, de la lecture. Et je vous souhaite bon vent. Merci. Et je suis sûr qu'avec vous, le Sénégal a une plume dont on parlera, Inch'Allah. Merci. Voilà, très chers amis téléspectateurs, nous sommes au bout de cet entretien et nous allons devoir passer à la partie rature. Pour la rature d'aujourd'hui, je vous propose juste une expression. On a l'habitude d'entendre « il ne faut pas chercher de midi à 14 heures ». J'ai bien insisté sur le « de » pour vous dire que c'est ça, l'intrus. Ne dites pas « chercher de midi à 14 heures ». La bonne expression, c'est « il ne faut pas chercher midi à 14 heures ». Parce qu'il ne s'agit pas d'une durée, mais plutôt d'une vanité, d'effort vain que vous allez faire. Car qui cherche midi à 14 heures ne le trouvera jamais. Chercher de midi à 14 heures, c'est la rature. La bonne expression, c'est chercher midi à 14 heures. Nous voici donc à la fin de littérature. Mais comme d'habitude, je vais vous quitter avec ceci. Celui dont la langue se tait, même si son cœur ne se tait pas, allège son fardeau.